Il existe un silence particulier qui s'abat sur une pièce lorsque l'impensable se produit en public. Ce n'est pas le silence de la paix, ni celui du respect. C'est le silence d'un choc collectif, le souffle coupé d'une foule qui vient de témoigner d'une chose qu'elle ne peut pas immédiatement traiter. Quelque chose qui a brisé la surface d'une soirée ordinaire pour révéler une réalité laide et brute juste en dessous. Julie Morel connaissait ce silence. Elle l'avait entendu tomber sur la salle de réception du domaine des Glycines le soir du mariage de sa cousine, comme un rideau qui tombe brutalement. Et elle l'avait senti s'installer autour d'elle comme le sillage d'une explosion. Les oreilles bourdonnantes, le visage brûlant, sa fille de 8 ans, Léa, pleurant sur le sol à ses pieds. Ce fut la nuit où tout changea. Ce fut la nuit où Julie Morel cessa d'avoir peur. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans ce domaine près de Lyon, il faut comprendre ce qui l'a précédé. Il faut comprendre qui était Julie avant cette soirée et qui elle avait été lentement, silencieusement, systématiquement dressée à devenir. Julie avait rencontré Thomas Morel à 24 ans, lors de l'anniversaire d'un ami commun. Il était charmant de cette manière que certaines personnes ont de l'être, sans effort, automatiquement, comme un réflexe plutôt qu'un choix. Il était drôle, sûr de lui, et il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Elle avait 24 ans et elle y avait cru. Ils s'étaient mariés 18 mois plus tard. Léa était arrivée 2 ans après, petite, déterminée et curieuse dès le premier jour, avec les yeux de sa mère et une personnalité bien à elle. Les problèmes ne sont pas arrivés d'un coup. Ce n'est jamais le cas. Ils sont arrivés comme l'eau s'attaque à des fondations, lentement, avec persistance, de manière invisible jusqu'à ce que les fissures soient structurelles. Marguerite Morel, la mère de Thomas, était une femme aux opinions très arrêtées sur la façon dont les choses devaient être faites et sur qui devait les faire. Julie avait compris très tôt qu'elle ne répondait pas aux critères de Marguerite, dont la nature exacte semblait changer selon ce que Marguerite avait envie de critiquer ce jour-là. Sa cuisine n'allait pas. Son entretien de la maison était insuffisant. Son éducation était trop laxiste. Ses vêtements manquaient d'inspiration. Ses opinions étaient mal informées. Jean-Pierre Morel, le père de Thomas, n'offrait aucun contrepoids. C'était un homme imposant et tranquille qui riait quand sa femme riait, acquiesçait quand elle parlait, et qui avait apparemment décidé il y a des décennies que le chemin de la moindre résistance était le seul qui vaille la peine d'être emprunté. Et Thomas, le mari de Julie, le père de Léa, avait grandi dans cette maison, façonné par cette dynamique, et n'avait jamais réussi, une seule fois dans sa vie d'adulte, à s'en extraire totalement. Il aimait Julie à sa façon. Elle l'avait cru pendant longtemps, mais son amour avait un plafond et son courage avait des limites. Et quand ces limites étaient testées, il choisissait presque toujours sa mère. Julie avait fait la paix avec cela, ou avait essayé, ou avait du moins appris à vivre avec, comme on apprend à vivre avec un courant d'air dans une maison, en étant consciente constamment, mais en choisissant, pour diverses raisons, de ne pas partir. Elle restait pour Léa. Elle restait parce qu'elle pensait que les choses s'amélioreraient. Elle restait parce que partir ressemblait à un échec, et on lui avait dit, de tant de manières, petites et grandes, pendant tant d'années, que ses perceptions n'étaient pas fiables et que ses sentiments étaient disproportionnés. Elle avait commencé, à un moment qu'elle ne pouvait pas exactement identifier, à le croire. C'était avant le mariage. Le mariage de sa cousine Camille avait eu lieu au domaine des Glycines un samedi soir de septembre. C'était un lieu magnifique, avec de hauts plafonds, des lumières tamisées, des tables rondes drapées de lin ivoire avec des centres de table composés de roses blanches et de feuillage. La salle accueillait environ 200 personnes. Julie l'attendait avec cette prudence qu'elle réservait aux événements impliquant la famille Morel, un optimisme modéré et la préparation privée et pratique d'une femme qui savait qu'elle devait être prête à tout. Ils étaient assis à une table près de l'avant. Julie et Thomas, Léa entre eux, et Marguerite et Jean-Pierre en face. On avait dit à Léa de rester tranquille et d'être polie, et elle faisait les deux avec la concentration appliquée d'une enfant de 8 ans qui voulait sincèrement bien faire. Elle portait une robe rose pâle que Julie avait repassée le matin même, et elle était tellement excitée par le mariage, les fleurs, la danse et la pièce montée, qu'elle avait à peine pu prendre son petit déjeuner. Les assiettes du dîner arrivèrent. Léa, en tendant le bras pour attraper son verre d'eau, se tourna trop vite.
Son petit coude heurta le bord de l'assiette de Marguerite, et avant que quiconque ne puisse réagir, une partie du plat de Marguerite glissa et tomba avec un petit impact mou sur la jupe de sa robe couleur crème. La table se figea. Léa regarda sa grand-mère avec des yeux écarquillés et terrifiés. Elle avait 8 ans. Elle ne l'avait pas fait exprès. Il n'y avait pas une seule personne à cette table ou aux alentours qui aurait pu croire le contraire. « Je suis désolée », dit Léa, la voix petite, sincère et serrée par l'effort de ne pas pleurer. « S'il te plaît, pardonne-moi. » Ce qui se passa ensuite ne dura pas plus de 3 secondes, et Julie le rejoua pendant des mois par la suite, de cette étrange manière au ralenti dont l'esprit enregistre les choses qu'il ne peut accepter. Marguerite poussa Léa de sa chaise. Ce n'était pas un simple mouvement brusque. Ce n'était pas un réflexe de surprise. C'était une poussée délibérée, des 2 mains, qui envoya une enfant de 8 ans basculer du côté d'une chaise de banquet pour s'écraser lourdement sur le sol de la salle, avec un bruit qui transperça le brouhaha de la réception comme une lame. Puis Marguerite ramassa sa propre assiette et jeta le reste de son contenu sur Léa, qui était toujours au sol, sidérée et commençant à hurler. Marguerite se leva et cria fort, publiquement, avec toute la force d'une femme qui avait passé sa vie à faire exactement ce qu'elle voulait sans jamais en subir les conséquences. Petite insolente. Imbécile. Exactement comme ta mère. Le silence qui s'abattit sur la pièce après cela était le genre de silence que Julie n'oublierait jamais. Léa était au sol, de la nourriture dans les cheveux et sur sa robe rose, pleurant de cette manière confuse et impuissante d'un enfant qui a été blessé par quelqu'un qui était censé incarner la sécurité. Julie fut hors de sa chaise avant même de réaliser qu'elle bougeait, s'accroupissant à côté de sa fille, une main sur le dos de Léa, son propre cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. « Tout va bien », chuchota-t-elle, alors que rien n'allait. « Je suis là. Je te tiens. » Elle se rendit compte que Marguerite parlait à nouveau, mais le ton avait complètement changé. Les cris avaient cessé. À leur place, il y avait quelque chose de pire. Une performance de victimisation exécutée avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait pratiquée maintes fois. Marguerite pleurait. De vraies larmes, ou quelque chose d'assez proche. Ses mains étaient pressées contre son cœur. Elle regardait les tables environnantes, les invités stupéfaits, le cortège pétrifié, les visages horrifiés, et elle dit assez fort pour que toute la salle l'entende, « Julie a appris à cet enfant à faire ça. Elle a tout planifié. Elle voulait gâcher ma robe et m'humilier devant tout le monde. Julie m'a toujours détestée. C'était délibéré. » Le murmure qui parcourut la salle était le son de 200 personnes choisissant un camp en temps réel. La plupart étaient incertaines, certaines déjà influencées par la performance, car la cruauté qui peut pleurer sur commande est la plus dangereuse de toutes. Julie se leva. Elle garda une main sur l'épaule de Léa. Elle regarda Thomas. Thomas était debout. Son visage était illisible, de la manière dont le sont les hommes qui traitent un conflit entre 2 impulsions profondément ancrées. Julie le regarda et comprit, avec la précision froide et claire d'une femme qui a vu son mari faire ce choix 1000 fois auparavant de façon plus subtile, ce qu'il allait faire. Elle pouvait le voir dans la crispation de sa mâchoire et dans la façon dont ses yeux allaient de sa mère à elle. Elle le sut avant que cela n'arrive, et cela arriva quand même. Il franchit les 2 mètres qui les séparaient et la gifla violemment au visage, en plein milieu du domaine des glycines, devant 200 invités, y compris sa cousine Camille dans sa robe blanche, le photographe, et le vieux couple de la table d'à côté qui donnerait plus tard des dépositions à la gendarmerie. Le bruit de la gifle fut assourdissant dans le silence. Julie ne tomba pas. Elle ramena lentement son visage dans l'axe. La brûlure sur sa joue était une réalité physique, et elle était vaguement consciente que Léa émettait un son pire que des pleurs, un cri animal, aigu et choqué, qu'aucune enfant de 8 ans ne devrait jamais produire en regardant son père. Marguerite rit. C'était un rire court, satisfait et réel. Elle regarda Julie avec l'expression de quelqu'un qui avait attendu ce moment précis depuis très longtemps, et elle dit, « C'est exactement ce que tu mérites. » Julie regarda sa fille. Léa se tenait à ses côtés maintenant, lui serrant la main, de la nourriture encore dans les cheveux, le visage ravagé par les larmes, la peur et autre chose.
Un regard de recherche désespéré dirigé vers sa mère, cherchant la suite, cherchant quelqu'un pour lui dire que tout allait bien se passer. Julie sentit quelque chose se briser ou se sceller en elle à ce moment-là, quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots précis. Ce n'était pas de la rage, bien que la rage fût présente. Ce n'était pas du chagrin, bien que le chagrin fût là aussi. C'était quelque chose de plus profond, de fondamental, d'absolu. C'était fini. Fini d'avoir peur. Fini de gérer, de minimiser et de s'adapter. Fini de rester. Elle plongea la main dans son sac. Elle sortit son téléphone et elle appela le 17. Elle passa l'appel debout à cette table, au milieu de la salle de réception, à la vue de chaque personne présente, la main de Léa dans la sienne. Elle garda une voix ferme. Elle donna l'adresse. Elle dit que sa fille avait été physiquement agressée, qu'elle-même avait été frappée par son mari, et qu'elle avait besoin que des gendarmes viennent immédiatement. Elle le dit clairement, complètement, sans un tremblement. Lorsqu'elle raccrocha, elle leva les yeux. Tous les regards étaient rivés sur elle. Marguerite avait arrêté son spectacle. Les pleurs avaient cessé avec une soudaineté qui était en soi révélatrice. Elle fixait Julie avec une expression qui recalculait rapidement la situation. Thomas avait fait un pas en arrière. La couleur de son visage avait changé. Jean-Pierre Morel, qui n'avait pas dit un seul mot durant tout ce temps, regardait ses mains. Camille, la cousine de Julie, apparut à ses côtés. Elle posa sa main sur le bras de Julie et dit doucement, « Viens t'asseoir. Je suis avec toi. » Le témoin de mariage s'approcha aussi, puis le gérant du domaine, qui en avait vu assez pour avoir déjà son propre téléphone à la main. En quelques minutes, un périmètre de personnes s'était formé autour de Julie et de Léa. Pas un périmètre défensif organisé, juste le résultat organique d'invités ayant été témoins de l'inacceptable et se trouvant incapables de simplement détourner le regard. Marguerite tenta par 2 fois de poursuivre son récit. Elle dit aux invités proches que Julie était instable, que c'était une habitude chez elle, qu'elle faisait honte à la famille. Les invités l'écoutèrent poliment mais ne dirent presque rien, car ils étaient dans la pièce. Ils avaient vu l'enfant frapper le sol. Ils avaient vu la nourriture jetée. Ils avaient entendu la gifle. Quoi que Marguerite dise désormais, cela s'inscrivait dans le contexte de ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, et ce contexte ne lui était pas favorable. Les gendarmes arrivèrent 17 minutes plus tard. 2 d'entre eux, un homme et une femme, tous 2 calmes et professionnels. Julie parla à la gendarme, dont le nom était l'adjudant Martin, dans un espace tranquille près de l'entrée du domaine. Elle décrivit ce qui s'était passé avec précision et dans l'ordre. Elle décrivit Léa poussée de la chaise. Elle décrivit la nourriture jetée sur sa fille. Elle décrivit la gifle. Elle montra à l'adjudant Martin la marque sur son visage, qui avait considérablement rougi. Elle lui montra la robe de Léa. 3 des invités du mariage se présentèrent spontanément pour témoigner, y compris le vieux couple de la table voisine et une amie de Camille qui avait vu toute la scène à 2 mètres de distance. Leur récit était concordant. Thomas Morel fut emmené pour être entendu. Il ne nia pas la gifle. Il dit qu'il avait mal réagi et que les choses avaient dégénéré. Il dit que sa mère était bouleversée. Il dit que Julie avait provoqué la situation. L'adjudant Martin nota tout cela sans commentaire. Marguerite tenta de faire une déposition dans laquelle elle se présentait comme la victime d'une agression coordonnée contre sa dignité. Les gendarmes l'écoutèrent, prirent des notes et la remercièrent. Ils avaient alors parlé à assez de témoins pour avoir une image complète de la soirée. Thomas fut poursuivi pour violence volontaire par conjoint et sur mineur dans un lieu public. On conseilla à Julie de demander une ordonnance de protection, et l'adjudant Martin lui remit les coordonnées d'une association d'aide aux victimes avec une assurance qui communiquait, sans mots, qu'elle la croyait. La réception de mariage se termina plus tôt que prévu. Camille, à son immense crédit, n'avait pas suggéré une seule fois que Julie parte discrètement pour « épargner » la soirée. Elle était restée aux côtés de sa cousine avec la loyauté de quelqu'un ayant décidé de quel côté de l'histoire il voulait être. Julie rentra chez elle ce soir-là avec Léa endormie sur le siège arrière, nettoyée, portant le gilet que Camille lui avait trouvé pour remplacer sa robe ruinée. Elle conduisit en silence.
Elle ne pleura pas. Elle avait déjà pleuré dans les toilettes avec Camille, et elle était de l'autre côté maintenant, dans un pays où elle n'était jamais allée auparavant, un pays où elle avait fait la chose qu'elle craignait de faire depuis des années. Et le monde ne s'était pas effondré. En fait, il s'était réorganisé autour de la vérité. Elle demanda le divorce 10 jours plus tard. Elle le fit avec une avocate nommée Maître Sandra Flore, une femme vive et efficace spécialisée dans le droit de la famille, qui regarda le rapport de gendarmerie et les témoignages avant de dire, avec un professionnalisme rassurant, « Nous avons tout ce qu'il nous faut ». Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. Un divorce n'est jamais facile, et celui-ci fut contesté comme le sont les choses lorsqu'une partie a quelque chose à protéger et que l'autre a la vérité. L'avocat de Thomas soutint que l'incident était isolé et dû à une charge émotionnelle trop forte. L'avocate de Julie soumit les déclarations de 3 témoins oculaires, le rapport de gendarmerie et un historique documenté, dossiers médicaux, messages. Témoignage de la psychologue scolaire de Léa qui avait noté des signes comportementaux cohérents avec un enfant vivant un stress domestique prolongé. Cela racontait une autre histoire, une histoire plus longue, une histoire qui durait depuis des années. Le tribunal l'entendit. Le juge l'entendit. L'ordonnance de protection fut accordée. La garde fut confiée à Julie avec des droits de visite médiatisés pour Thomas, en attendant la fin d'un programme de sensibilisation aux violences familiales. Marguerite fut soumise à une interdiction de contact avec Julie et Léa. Julie emménagea avec Léa dans un appartement de 3 pièces à Écully, dans une rue calme avec un parc au bout du bloc où Léa pouvait faire du vélo après l'école. Elle trouva un poste de responsable administrative dans une mutuelle de santé grâce à une ancienne collègue. Elle commença doucement et progressa rapidement, de la manière dont les gens grandissent lorsqu'ils sont enfin placés dans un environnement qui n'est tout simplement pas hostile. Quand l'énergie vitale qui servait autrefois uniquement à gérer et à survivre devient soudainement disponible pour autre chose. Léa alla en thérapie. La thérapeute, une femme douce nommée Dr Frasia, dit à Julie après la 3e séance que Léa était résiliente, qu'elle traitait bien les événements et que le facteur le plus important dans la guérison d'un enfant après un traumatisme familial était la stabilité et la disponibilité émotionnelle du parent principal. Julie prit cette information et la garda précieusement comme un mode d'emploi. Elle était disponible. Elle était présente. Elle était là pour chaque événement scolaire, chaque coucher, chaque samedi matin sans programme précis. Elle apprit à Léa que ce qui s'était passé au mariage n'était pas de sa faute, n'avait jamais été de sa faute, et que les gens qui leur avaient fait du mal avaient une maladie intérieure que Julie n'aurait pas pu guérir en étant plus petite, plus silencieuse ou plus conciliante. Elle lui apprit que la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire quand quelqu'un essaie de la diminuer, c'est de refuser. Léa, à 8 ans, écoutait tout cela avec l'attention sérieuse qu'elle avait toujours portée aux choses importantes. À 9 ans, elle commença à en parler plus librement. À 10 ans, elle écrivit une rédaction pour l'école sur le courage, que son professeur renvoya avec un mot disant simplement « C'est extraordinaire ». Continuez à l'encourager. Julie le fit. Elle ne faisait que cela. Marguerite Morel ne présenta jamais d'excuses, en cela au moins, elle fut cohérente. Jean-Pierre fut aperçu dans un magasin de bricolage environ 1 an après le divorce, l'ancienne voisine de Julie, qui l'avait croisé, rapporta qu'il semblait avoir vieilli de 10 ans et paraissait s'être effacé, une nouvelle que Julie reçut sans satisfaction ni plaisir. Elle avait depuis longtemps cessé de se mesurer à ce qu'il pensait. Thomas termina son programme obligatoire. Il envoya un email à Julie environ 14 mois après le mariage. Il faisait 3 paragraphes et contenait les mots « Je suis désolé » au début du 2e. Ce n'étaient pas des excuses suffisantes. Ce n'était pas vraiment des excuses du tout. C'était l'équivalent écrit d'un homme qui enjambe l'objet qu'il a brisé plutôt que de ramasser les morceaux. Julie le lut une fois, le transféra à son avocate pour le dossier, et ne répondit pas. Elle n'avait plus rien à lui dire. Tout ce qui devait être dit l'avait été dans un domaine lyonnais un samedi de septembre, lorsqu'elle s'était levée avec une marque sur le visage et la main de sa fille dans la sienne pour composer 3 chiffres. 3 ans après le dîner de mariage, Julie fut promue directrice des opérations. Elle alla fêter cela avec son amie Clara de la comptabilité et rentra chez elle pour trouver une banderole que Léa avait fabriquée avec du papier crépon,
où l'on lisait « Félicitations maman », en grandes lettres un peu tordues, scotchées au-dessus de la porte de la cuisine. Elle resta dans l'encadrement de la porte et la regarda pendant un long moment, assez longtemps pour que Léa apparaisse au coin du couloir avec une expression un peu incertaine. « Ça te plaît ? » « Je l'aime plus que tout au monde, » répondit Julie. Elles mangèrent des croque-monsieur et de la glace au chocolat pour le dîner, assises à la table de la cuisine à écully avec la banderole au-dessus d'elle. Léa parla de l'école, de sa meilleure amie et du livre qu'elle lisait. Et Julie écouta chaque mot avec l'attention pleine et reconnaissante d'une femme qui sait exactement ce qu'il en a coûté pour être assise ici, dans cette cuisine, à cette table, avec tout ce qui compte intact. On s'était moqué d'elle dans une pièce pleine de monde. Elle avait été giflée en public par un homme qui était censé la protéger. Elle s'était levée avec le visage brûlant et une enfant en pleurs et avait appelé les secours sous les yeux de 200 personnes. Et puis elle s'était levée à nouveau le lendemain, et le jour suivant, et chaque jour qui avait suivi, de cette manière plus calme et plus ordinaire qui s'avérait être la forme la plus importante de courage. Le refus quotidien, sans drame, ancré au plus profond de soi, de s'arrêter. Il ne lui prendrait jamais cela. Ni l'humiliation, ni la trahison, ni les années d'érosion lente avant le moment de vérité dans la salle de réception qui avait enfin tout clarifié. Ils avaient essayé de faire d'elle un néant, et au lieu de cela, ils avaient révélé exactement ce qu'elle était, une femme capable de descendre au sol pour sa fille et de se relever. Une femme capable de passer l'appel. Une femme qui, lorsque le monde lui montrait qui étaient vraiment les gens, les croyait, puis, avec clarté et courage, sans une once d'excuse, se choisissait elle-même. Ce n'est pas une petite chose. C'est, en fait, tout ce qui compte. Alors dites-moi, que feriez-vous si votre fille de 8 ans était jetée au sol et couverte de nourriture devant 200 personnes, et que votre mari vous giflait devant tout le monde ? Dites-le moi dans les commentaires.